À voir les dernières décisions du président Trump, on pourrait penser qu'avec des amis pareils, l'Europe n'a pas besoin d'ennemis. Mais honnêtement, l'Europe devrait être reconnaissante envers le président Trump, car grâce à lui, toutes nos illusions ont disparu. Nous allons imposer le plus haut niveau de sanctions économiques. Toute nation qui aide l'Iran dans sa quête d'armes nucléaires pourrait également être durement sanctionnée par les États-Unis. L'Amérique ne restera pas otage du chantage nucléaire. Des sanctions qui menacent les entreprises internationales. Elles ont entre 3 et 6 mois pour résilier leurs contrats noués en Iran sous peine d'amende. D'autant qu'au nom du principe d'extraterritorialité américain, les États-Unis peuvent poursuivre une société étrangère partout dans le monde. Une règle qui scandalise le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin dans Le Figaro. Les sanctions économiques extraterritoriales ne sont pas acceptables. Les États-Unis n'ont pas à être le gendarme économique de la planète. L'administration américaine a compris depuis très longtemps l'intérêt qu'elle pouvait avoir à entretenir les divisions en Europe. Donc elle sait très bien jouer de cet instrument-là aussi. Et elle n'hésitera pas à jouer de cet instrument pour diviser les Européens. C'est très facile de promettre un certain nombre de choses et de promettre un certain nombre de concessions à certains pays européens pour les faire rentrer dans le rang et éviter qu'ils ne s'opposent aux États-Unis. Total a affirmé que si elle n'obtenait pas de dérogation de la part des États-Unis pour continuer ses activités, elle commencera le processus pour quitter le contrat. Dans ce cas, la société chinoise CNPC remplacera Total et prendra ses parts. Total ne serait pas la seule entreprise sous pression. Selon le journal Les Échos, certaines banques françaises qui financent des opérations en Iran pousseraient leurs clients à se retirer du marché pour ne pas à leur tour subir les foudres de Washington. Les Américains profitent de la division de l'Europe. Devrons-nous encore subir longtemps la loi du roi dollar? Tant qu'il n'y a pas d'autres rois, on n'a pas le choix. Mais sur la division. Oui, mais ça, justement, sur cette question de la division, on doit avoir conscience que même ça va être compliqué pour les Européens. Le premier marché exportateur de l'Allemagne, maintenant, ce sont les États-Unis. Numéro 2, c'est la France. Le troisième marché français, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Et quand on évoque d'autres pays qui sont avec des liens beaucoup encore plus proches, par exemple la Pologne, par exemple tous les pays, on va dire, de l'Est de l'Europe qui sont juste frontalement en face de la puissance russe militaire, eh bien, c'est vers les États-Unis qu'ils regardent quand il s'agit de se faire défendre. On est coincé, quoi. Donc là, quand on est en train d'afficher, oui, et surtout, on a cette question absolument majeure, c'est de dire, en réalité, dès lors qu'on va avoir la possible sanction sur le dollar, sur le marché américain, parce qu'en fait, c'est ça le problème, on peut dire, on s'en fiche, mais non, on s'en fiche pas, parce qu'on est dépendant, évidemment, du marché américain. Toute entreprise étrangère qui va contre l'embargo, que on a bien entendu le président Trump, parce qu'on veut empêcher la nucléarisation du monde. Donc, vous voyez, vous allez brandir la chose en disant, quelqu'un, en fait, qui appuie la bombe atomique iranienne, vous vous rendez compte, c'est horrible, eh bien, cette entreprise, nous allons la poursuivre. Et donc, nous allons la poursuivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, évidemment, on ne peut pas aller la chercher sur son territoire. En revanche, elle a beau être en dehors des États-Unis, si elle veut revenir sur le marché américain, immédiatement, elle sera sanctionnée. C'est-à-dire que vous aurez effectivement ce problème que dès lors que vous revenez sur le marché américain, ou pire encore, effectivement, ce qui est la force que l'on évoquait du dollar, dès lors que vous utilisez du dollar, vous tombez sous le coup de la justice américaine. Et à ce moment-là, se passe ce que vous avez évoqué là à l'instant, sur la BNP 2015, 10 milliards de dollars d'amende. C'est-à-dire, et le président Obama expliquant, non, mais la justice est indépendante aux États-Unis. Parce qu'ils avaient outrepassé l'embargo. Non, parce qu'ils avaient transformé, notamment pour l'Iran, de l'euro en dollars. Ouais. Et donc là, effectivement, ça veut dire oui, ça veut dire concrètement, soit effectivement des amendes, mais ça peut être aussi geler les avoirs que ces entreprises ont aux États-Unis, même si ça n'a aucun rapport avec l'Iran. Ça veut dire arrêter un dirigeant qui est contrevenant et qui passe aux États-Unis en vacances, il peut se faire arrêter à la frontière. Enfin, c'est très lourd. Et pour les banques, ça peut dire être exclu du système bancaire américain. On est d'accord que c'est le seul pays qui a réussi à imposer ça au reste du monde. Ah, totalement. Voilà. L'extraterritorialité a toujours été dénoncée par l'Union européenne comme étant contraire au droit commercial international et contraire à aux règles de l'OMC. Vous imaginez Angela Merkel, à un moment donné, froisser la susceptibilité des Américains pour
démontrer une unité européenne, c'est l'occasion, vous avez raison, mais est-ce que ça paraît crédible? La question se posait déjà sur la question des tarifs acier-aluminium. C'est l'Allemagne qui est dans le collimateur des États-Unis. Encore une fois, sur Nord Stream 2, c'est l'Allemagne que l'on retrouve au bout du fusil. Donc il y a une unité à maintenir autour de l'Allemagne pour, d'abord, ça a été ce qui était affiché par les Européens, pour montrer que ce ne sont pas les États-Unis ne peuvent pas se permettre de cibler des intérêts particuliers d'un État membre. Et puis, il ne faut pas laisser de marge de manœuvre, en effet, trop importante à l'Allemagne pour qu'elle soit tentée par trop de négociations, trop de compromis à un moment où il s'agit de tenir debout, d'être ferme et, pour reprendre le mot de Donald Trump qu'il utilise lui-même, ne pas céder au chantage. C'est du chantage, là. Oui, c'est du chantage. Malgré les circonstances qui sont assez exceptionnelles sur l'arrivée de Donald Trump aux responsabilités, une politique économique qu'il mène, on ne parlera pas ce soir de la fiscalité, etc., mais il y a aussi la menace de taxation sur l'acier et l'aluminium. Il y a énormément de sujets qui mettent en péril, en danger l'économie européenne. Malgré ces circonstances-là, vous dites, ça ne se fera pas. Oui, c'est très difficile de s'entendre à 28 et on a vu je crois que l'Europe vient d'annoncer qu'ils allaient réactiver un accord de 1996 qui n'a jamais été appliqué, dont on ne sait absolument pas ce que ça va donner. Oui. Je crains que ce soit un peu comme à l'époque de Munich, vous vous rappelez, avec Hitler, c'est-à-dire Churchill avait dit vous avez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur, vous allez avoir la guerre. Tous les grands groupes français vont au Trésor américain avec une armée d'avocats pour demander l'autorisation d'aller, mais bien sûr, d'aller travailler en Iran, mais d'aller travailler avec d'autres institutions ou organisations ou pays, etc., qui sont sur une fameuse liste noire. Le Trésor américain, l'OFAC, qui est une sous-branche du Trésor américain, a une liste de pays, de personnes privées, de fondations, d'organisations, d'ONG. C'est une liste noire. Et pour avoir le droit de travailler avec eux, eh bien vous avez l'obligation aujourd'hui d'aller quémander une autorisation au Trésor américain. Et aujourd'hui, tous les grands groupes français le font. Total, qui est un immense groupe, est obligé d'aller demander l'autorisation de commercer avec des pays. Juste pardonnez-moi pour être bien sûr de comprendre ce que vous expliquez, mais quel que soit le pays, avec l'Iran, il y avait un embargo économique. Non, pas quel que soit. Des pays qui sont sur cette fameuse, ou des personnalités, qui sont sur cette fameuse liste noire. Il y a quoi sur cette liste noire? Il y a quels autres pays, par exemple? Vous avez, pendant longtemps, vous avez eu le Venezuela, Cuba, l'Angola, la Corée du Nord. Après, c'est pas seulement des pays, mais c'est aussi des personnes privées, c'est des fondations. Par exemple, en Iran, vous avez interdiction de travailler avec les gardiens de la Révolution. Or, on sait aujourd'hui que les gardiens de la Révolution ont... Combien ils ont de l'économie? 10, 20% de l'économie. Ils sont extrêmement présents dans l'énergie, dans les télécoms, dans la grande distribution. Vous ne pouvez pas travailler avec... Donc ils sont déjà les gendarmes économiques du monde depuis bien longtemps. Un autre exemple de ce qu'ils imposent, c'est-à-dire vous ne pouvez pas, par exemple, travailler avec l'Iran, et là c'était indépendamment de l'accord nucléaire, vous deviez demander une autorisation toujours au Trésor américain si le produit que vous commercialisez a plus de 10% de composants américains. Ça veut dire que Airbus, mais il y a même 6 mois, Airbus qui avait signé un accord en Iran, là on était bien dans le cadre de la levée des sanctions il y a 6 mois, Airbus qui avait signé un accord avec l'Iran sur la livraison d'une centaine d'avions, a demandé au Trésor américain le droit de commercer avec l'Iran parce que dans les Airbus, eh bien, vous avez plus de 10% de composants. Je crois qu'il faut bien avoir conscience quand on est en train d'évoquer l'Iran, et là on a beaucoup parlé économie, pétrole, etc. Mais l'Iran, c'est le soutien de la Syrie, de Bachar el-Assad. C'est donc l'allié de la Russie. C'est donc l'allié d'une Turquie aujourd'hui qui est de plus en plus dans ce camp-là, qui est d'ailleurs très concerné par les questions d'exportation du pétrole et du gaz russe. C'est le lien avec la Chine. En face, vous avez qui? Vous avez Israël, l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Europe, c'est-à-dire qu'on est bien dans quelque chose où vraiment au cœur du cœur, on a une lutte géopolitique probablement dans ce qui est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux pour la paix mondiale et sur lequel les Européens, il faut le dire, le répéter, le déplorer, ne sont que des spectateurs ou au mieux
des accompagnateurs des États-Unis ou éventuellement d'autres grands acteurs. Enfin, on a eu tout un tas d'événements qui ont montré que l'Europe avait vraiment à se saisir de son destin, et pas que du point de vue économique. C'est pas simplement quand on va se poser la question sur la perte qui sera grave du point de vue de notre autonomie, et quand on va parler de Total qui s'en va, oui, bien sûr, c'est grave. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus grave que ça, ce qui se joue. C'est-à-dire la question pour l'Europe aujourd'hui, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde où la géopolitique est de plus en plus tendue, où effectivement la défense de l'Europe, elle est assurée aussi, on peut le rappeler, par l'OTAN, et l'OTAN, ce sont les États-Unis. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait si jamais on a un problème avec la Russie? On appelle les Américains. Et là, effectivement, on ne sera pas en train de dire « Ah oui, mais vous savez, sur l'Iran, on voudrait négocier sur Total ». S'ils nous disent « Maintenant, c'est fini », on dira « D'accord ». Donc, on est bien dans cette situation où il y a l'obligation d'aller plus loin du point de vue de l'intégration européenne, de reprendre en main notre destin commun et pas qu'économique. Mais est-ce qu'il a intérêt à nous affaiblir économiquement? Mais il le fait depuis le début, vraiment depuis le départ. Trump, et ça, je crois que quand on dit... Il faut être très clair, sa politique, qui n'est pas du tout une politique d'un fou furieux, parce que c'est tout son camp. Et quand on dit tout le camp, ça veut dire que, évidemment, ceux qui applaudissent ce qui est en train de se passer, ce sont les Saoudiens. Ceux qui applaudissent, ce sont les Israéliens. Il faut rappeler que Netanyahou est allé aux États-Unis au moment de l'accord avec Obama. Sans l'accord d'Obama, il est arrivé, il a parlé au Congrès en disant « Arrêtez de faire ça, je suis complètement opposé à ça ». C'est-à-dire, vous avez là un certain nombre de choses qui étaient envisagées. Quand nous avons eu l'élection de Trump, immédiatement, qu'est-ce qu'a fait Trump? Il a commencé à taper sur l'Allemagne. Immédiatement. Il est arrivé, il est venu visiter la France et il a ignoré l'Allemagne. Son objectif clair, c'est casser l'alliance européenne. Quand on rigole toujours, quand il a dit Brexit, c'est quoi le Brexit? Ah oui, bonne idée, alors qu'il allait sur son golf en Écosse. Attendez, bien sûr qu'il est dans cette logique-là. C'est une logique américaine. On peut effectivement nous le déplorer. Après tout, les Américains ont leur stratégie. Mais ce qui est difficile à comprendre, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais on est quand même une puissance, la première puissance, l'Europe, la première puissance commerciale au Économique. monde, économique au monde. Oui. Il n'y a pas de levier à un moment donné? À un moment donné, l'économie est géopolitique. On a D'accord. déjà Il faudrait connu qu'on se ça. mette d'accord. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas de porte-avions. C'est que vous avez 11 porte-avions en face de nous et nous, on a un pauvre porte-avions français qui est en cale de 6 mois par an. C'est ça le problème européen, c'est qu'on ne peut pas parler d'abord d'une voie commune sur les endroits où ça se passe. Quand on fait une expédition, on a vraiment là ce qui s'est passé sur la Syrie. On va bombarder la Syrie parce que Trump l'a voulu. Quand M. Hollande avait voulu le faire, Obama avait dit non. Au dernier moment, on avait arrêté nos avions. Je crois que c'est ça le problème. Et d'ailleurs, il faut rappeler l'accord sur l'Iran. C'est pas l'Europe qui l'a signé, c'est 3 pays européens. Et donc pour le reste de l'Europe, il y a quand même aussi cette idée, oui, là, vous voulez qu'on soit solidaire. Quand il s'agit de négocier, on avait effectivement France, Allemagne, Grande-Bretagne. Le dossier iranien, même avant même la sortie des États-Unis, disait « Ah non, nous, l'Iran, on ne veut pas en entendre parler ». Quand nos téléspectateurs s'imaginent que ce sont les entreprises qui gouvernent le monde, que maintenant les États, c'est fini, etc. C'est pas vrai. Au quotidien, vous voyez vraiment comment ça se passe. Vous voyez qu'effectivement, il y a un lien très fort entre des grandes entreprises, des petites entreprises et les États. Et les États sont toujours là. Et que quand on ignore la géopolitique, un jour, elle vous revient en boomerang. Et là, ça fait mal. Je vous dis, la BNP, ce qu'on évoquait, la BNP a payé pour ça. La Deutsche Bank, d'ailleurs, au passage, les Allemands... 9 milliards. Oui, on est quand même 9 là. milliards. Et qu'il a fallu, en disant, on fait le chèque. Quoi, hein. Donc sinon, le marché... Parce que là, toujours pareil, par rapport à ce qu'on disait sur les banques, c'est pas que les banques sont aussi particulièrement frileuses. C'est que la finance mondiale, si vous n'avez pas le marché, si vous n'êtes pas sur le marché dollar, vous vous rendez compte, quoi. Vous n'avez plus rien qui fonctionne. Tout le monde y va sauf nous. C'est vrai qu'il y avait une sensibilité française un peu particulière parce qu'on s'est quand même, on va dire au titre collectif, via des entreprises qui ont été ciblées, BNP et d'autres, on s'est fait plus souvent et majoritairement pincer les doigts dans l'extraterritorialité américaine. Et donc il y avait une crainte spécifique. Mais ce qui peut expliquer aussi, en plus, je dirais la volonté côté français de se dire il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on ne sait pas ce qui... C'est justement la question que je voulais vous poser. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Est-ce que cette crise-là, c'est un début de crise quand même entre les États-Unis et l'Europe, est-ce que ça peut déraper? Est-ce qu'à un moment donné, on va mettre de côté l'éventuelle désunion européenne, mais il y a un État qui peut se dresser, la France, pourquoi pas, en disant cette fois c'est fini. Est-ce que ça peut déraper, cette histoire-là? Je vais vous dire, le dérapage, à mon avis, il est devant nous, mais pas du côté européen. Parce que le vrai dérapage, c'est, vous avez évoqué tout à l'heure la question fiscale, c'est-à-dire que là, on ne se rend pas compte encore ce que ça va faire comme économie pour des entreprises sur le territoire américain de profiter des nouvelles lois fiscales américaines. C'est-à-dire là, vous allez vraiment avoir des milliards d'économies. Vous êtes en dollars, en zone dollar, c'est-à-dire vous n'avez plus de risque de change si vous êtes en export dollar. Résultat, qu'est-ce qui peut se passer? Vous pouvez avoir vraiment des pans
pans entiers de l'économie européenne qui vont dire on va s'installer aux États-Unis. Et là, comment on va faire pour les empêcher? Effectivement, on va dire on ferme les frontières ou quoi? On va faire quoi exactement? C'est ce que disait Albir Fabrice, c'est pour l'instant on tolère et à un moment donné on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Exactement, mais sauf que ce qu'il y a derrière, c'est plutôt Trump aujourd'hui qui mène le jeu, qui est en train de faire sans arrêt, il est très clair, je vous dis, il va dans l'axe qu'il avait défini, qui est un axe dans lequel l'Europe, effectivement, n'a pas de place. La vraie question, à mon sens, qui doit se poser, c'est ce qui se passe déjà en Iran. Ça veut dire que la politique de Trump, c'est renforcer la Chine. C'est-à-dire aujourd'hui, il offre le reste du monde. Il a complètement laissé tomber le reste du monde en disant, nous, ça ne nous intéresse pas. La Chine veut y aller, les routes de la soie, allez-y. Nous, ça ne nous intéresse plus, on a notre marché américain. On est autonome du point de vue énergétique, on a la capacité d'attirer tous les talents du monde aux États-Unis. C'est ça la logique de Trump. Vous iriez jusqu'à dire qu'il a déclaré une guerre économique à l'Europe? Bien sûr. Moi, je crois qu'on est... Bien sûr, à ma gauche. Oui, clairement. On n'a pas le sentiment avec Trump d'être dans une logique économique construite, rationnelle et de long terme. On a l'impression d'être plus sur une accumulation de coups de poker dont il engrange les dividendes vis-à-vis de son électorat interne. Sur la fiscalité américaine, c'est évident. Actuellement, toutes les décisions qu'il prend ont des répercussions positives sur les États-Unis. À moyen terme, c'est moins évident. Regardez les menaces qu'il fait planer vis-à-vis de la Chine, de leur imposer 150 milliards de sanctions. Ça ne fait pas que atteindre des intérêts économiques chinois. Ce sont toutes les chaînes de valeur et des entreprises américaines qui seraient elles-mêmes impacté par ces sanctions, et ça, il ne le voit pas, il ne l'entend pas. Non, mais la question de l'extraterritorialité du droit américain ne date pas de Donald Trump. Il l'utilise là, mais ça fait 20 ans. 20 ans qu'on a ce système, toute cette batterie de mesures. Et clairement, cette domination américaine par le droit est très ancienne, finalement. Mais vous savez, même sur les réserves, là aussi, sur le reportage, on voyait les réserves du FMI évoquant les réserves dollars de toutes les banques centrales mondiales et des réserves euros, qui est la deuxième maintenant monnaie de réserve, mais très très loin du dollar. Dès 2005, c'est-à-dire bien avant la crise, dès 2005, notamment les banques centrales asiatiques, le Japon et la Chine, avaient dit mais en fait cette nouvelle monnaie c'est intéressant et on voudrait diversifier parce que on sent bien justement qu'on est beaucoup trop dans les pattes des États-Unis quand on utilise les dollars. Quand ils ont voulu rééquilibrer leurs réserves de change, celui qui est venu leur dire, qui a fait le voyage spécial en Asie à l'époque, c'était au moment où on était en train de discuter nous sur la Constitution européenne, vous voyez le référendum qui est refusé. Eh bien c'est le secrétaire d'État à la Défense qui est arrivé en disant « Vous n'avez pas compris là, les réserves de change dollars, ce n'est pas négociable. » Il avait utilisé, vous pourrez retrouver ça dans les coupures de presse de l'époque. Et en passage, il venait aussi à évoquer les manœuvres Et tout le monde a plié. Bien sûr que tout le monde a plié. Ouais. Le dollar est roi. Quand aujourd'hui on a eu les négociations dès le départ avec notamment les pays pétroliers en disant vous nous achetez des Airbus, on vous achète du pétrole. Pourquoi on fait tout en dollars? Vous voulez pas qu'on fasse tout en euros? Eh ben c'est les États-Unis qui sont arrivés dans la négociation en disant no way. Quand il faut rappeler que là on repart plus loin en arrière. Quand la croissance japonaise a été cassée parce qu'on a appelé les accords du Plaza qui ont été imposés par Reagan, qui a dit maintenant j'en ai marre d'avoir un yen qui soit sous-évalué. Et il a surévalué le yen, ça a cassé la croissance japonaise, ça a entraîné la crise de 87, ça a obligé d'ailleurs à revenir. C'était la loi américaine qui sans arrêt s'impose. Et c'est pas qu'une loi économique, c'est une loi politique. Le problème des Européens, c'est effectivement qu'ils sont faibles d'un point de vue politique. On a créé l'Union européenne pour être plus fort économiquement et monétairement. Alors pourquoi cette faiblesse en 2018 ? Parce qu'on n'a pas d'Europe de la défense. C'est ce que disait Philippe tout à l'heure. C'est-à-dire si on avait une Europe de la défense, on serait une puissance militaire aussi importante qu'on est une puissance économique. Et dans ce cas-là, on pourrait nous aussi être les gendarmes du monde. Absolument. Du point de vue américain, c'est pain béni, parce qu'effectivement, ils n'ont pas une unité en face. Ils ont quelque chose aujourd'hui sur lequel ils peuvent taper. Je pense que sincèrement, la seule vraie question pour les États-Unis, c'est de dire, mais est-ce qu'à terme, notre problème, c'est pas plus la Chine que l'Europe, quoi. ZTE, donc, qui est une très grosse entreprise de télécom chinoise, il y a 3 semaines, 1 mois, Trump a interdit aux entreprises américaines de travailler avec ZTE. Du jour au lendemain, ZTE s'est trouvé privé de composants pour fabriquer ses téléphones et était quasiment là, pas au bord de la famine, ils ne pouvaient plus produire, quoi. Et donc, effectivement, Trump a refait marche arrière. Mais c'est un peu toujours sa stratégie. Il tape très fort, toujours, sur tous les dossiers. Et après, il négocie. Si c'est ça l'Europe, autant faire cavalier seul, non ?
On parlait des élections européennes. Non, mais encore pire, vous vous rendez compte. Alors là, là aujourd'hui, on est un confetti qui compte. Mais alors, si vous êtes un millième de confetti, mais alors là, vous êtes complètement balayé des discussions à venir. Enfin, l'Europe, c'est juste 600 millions de personnes, quoi. Déjà, la Chine, 1,4 milliard, l'Asie, c'est 4 milliards de personnes. Si vous êtes en train de compter à 65 millions la France, honnêtement, alors là, il n'y a plus rien du tout sur la carte.